Et c'est important de le dire. Il y a des femmes qui accusent à tort, à des fins racistes, à des fins de domination, ou que sais-je encore. Les femmes sont capables, comme les hommes, de mensonges ou de cruauté. Les faux témoignages pour viol ou agression sexuelle représentent 2% des témoignages, mais ils existent. Et ça sera intéressant de s'y pencher, histoire d'affiner notre histoire. Parler un peu de la violence des femmes dominantes, parler du racisme, parler en profondeur de ce que MeToo peut faire à certains hommes qui ne sont pas riches et puissants. Je suis sûre que ça nous permettrait d'avancer, mais il est impossible d'amener cette conversation sur la table dans le contexte actuel. En tant que féministe, on est obligé de dire qu'une femme ne ment jamais. On est forcé de faire fi de la complexité. Pourquoi ? Parce que la seule question qui décidément se pose quand une personne dit avoir été violée est « en sommes-nous sûrs ?» On doit dire « je te crois » en boucle pour tenter de faire contrepoids. Marine Turchi, journaliste du pôle enquête de Mediapart, a démontré dans Faute de preuves, minutieuse exploration du travail de la justice après MeToo, que dans les procès pour viol, où c'est souvent parole contre parole, on échoue presque toujours à prouver que le viol a eu lieu. La victime doit devenir une experte elle-même, dédier sa vie entière à sa plainte. Sand Van Roy, l'une des principales plaignantes contre Luc Besson, a décidé de faire des études de droit pour devenir avocate et pouvoir se défendre. Flavie Flament a mis sa carrière d'animatrice entre parenthèses pour accompagner une mission parlementaire et devenir experte de l'amnésie post-traumatique. Adèle Haenel a renoncé au cinéma pour se consacrer au militantisme à temps plein. Chanel Miller, la victime du tristement célèbre viol de Stanford en janvier 2015, qui a été clouée au sol et pénétrée digitalement par un étudiant alors qu'elle était ivre-mort dans une soirée de campus, a dû vouer plusieurs années de sa vie à sa défense médiatique et judiciaire. Elle a dû se battre contre des vagues stéréotypes sexistes et racistes, affronter des vagues de haine sur Internet, comme elle le confie dans son livre « J'ai un nom », afin de voir son récit émerger selon ses termes et entamer un processus de résilience. La charge mentale et émotionnelle que représente une plainte pour viol est incommensurable. C'est un job à temps plein. Les victimes doivent se soumettre à des années d'enquête sur leur passé, leurs mœurs, leur santé mentale et se heurter à un parcours judiciaire infernal, parsemé d'appels, de plaintes en diffamation, de pourvois en cassation. C'est ce qu'on a vu avec l'affaire Emily Spanton, une touriste canadienne qui aurait été violée par plusieurs policiers du 36 quai des Orfèvres après avoir bu des verres avec eux dans un bar, un soir d'avril 2018. Elle a été bien surprise de voir son ex-mari, dont elle était séparée depuis plus de 10 ans, appelé à comparaître en tant que témoin pour parler de son rapport à l'alcool et de sa santé mentale. Les auteurs présumés ont fini par être relaxés. On en parle des violences sexuelles dans la police ? On en parle du nombre de policiers accusés de violences conjugales. On fait semblant de s'étonner, ou pas, que dans les commissariats de police, les femmes qui viennent porter plainte soient accueillies par des remarques sexistes, des moqueries et des discours infantilisants, avant d'être renvoyées chez elles, près de leurs maris violents, qui finiront sûrement par les tuer, quand ce mari violent n'est pas un policier lui-même. On est toujours exactement au même stade que dans les années 70. C'en est désolant. La seule réponse politique qu'on apporte est la répression pénale. Et rien ne va dans cette réponse, comme le démontre la réflexion féministe anticarcérale. Je dois une grande partie de ce qui va suivre au travail du collectif Génépi, groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées dissous en 2021, et à la sociologue Gwenola Ricordo, pionnière et spécialiste de cette réflexion en France. Dans son ouvrage, Pour elles toutes, elle opère pour quiconque la lit un magistral retournement de cerveau. On referme son livre et on se demande comment on a pu, une seule seconde, s'imaginer que la prison était une réponse valable au viol. Parlons enfin de ce que la prison fait aux hommes incarcérés. Et rappelons ici que les violeurs ne vont pas en prison. Les violeurs sont candidats aux élections législatives. Quoi qu'il en soit, on sait qu'un passage en prison pour un homme, c'est souvent la violence, la radicalisation, l'humiliation et l'écrasement. C'est à cette institution que l'on confie le soin de réhabiliter les personnes qui sont supposées menacer la sécurité de la société. C'est vraiment la solution qu'on a trouvée pour nous protéger. La prison échoue à éradiquer la violence. Bien au contraire, elle la perpétue. Elle la diffuse. Le féminisme carcéral propose de mettre fin à ce système qui marche sur la tête. Comment ? En éradiquant la prison, lieu de toutes les exacerbations sexistes, racistes et classistes. Et je vous entends d'ici murmurer « Mais enfin, c'est impossible !» C'est normal, vous êtes conditionné ainsi. Comme le rappelle Angela Davis dans l'introduction de Are Prisons Obsolete ?
Dans la plupart des milieux, l'abolition de la prison est tout simplement impensable, non plausible. Les militants abolitionnistes sont perçus comme des utopistes, des idéalistes, dont les idées sont au mieux non réalistes, impraticables, au pire manipulatrices et dangereuses. Cela montre à quel point il est difficile de visualiser un ordre social qui ne reposerait pas sur la menace de séquestrer les gens dans les lieux atroces conçus pour les séparer de leur communauté et de leur famille. La prison est considérée comme si naturelle qu'il est très difficile d'imaginer une vie sans prison. Pourtant, la prison est une invention récente. La prouesse de notre société contemporaine est de nous faire croire que ce procédé de régulation sociale est anhistorique, naturel, là de toute éternité. La plupart des historiens et des historiennes s'accordent aujourd'hui sur le fait que la prison est une invention européenne qui date du XVIIIe siècle. La première apparition de la sanction d'enfermement dans la loi française date de 1791, juste après la Révolution française, lors de ce fameux siècle des Lumières dont, grâce au féminisme, on découvre qu'il était beaucoup moins lumineux qu'on nous l'a raconté. Je rappelle ici que le suffrage universel de 1789 ne l'était universel que pour les hommes blancs. Dois-je ajouter quoi que ce soit d'autre ? Le modèle de la prison s'exporte ensuite dans les colonies, où il devient un outil de structuration raciale, un moyen de contrôler les mouvements sociaux émanant des peuples autochtones et des travailleurs et des travailleuses pauvres. Dans certains territoires, il est venu se substituer à un autre modèle de justice, une justice réparatrice. Et nous voilà enfin au point où je souhaitais vous emmener à travers cet éprouvant chapitre, et je respire déjà un peu mieux. Comme le souligne Gwenola Ricordo, l'abolitionnisme n'est pas un idéalisme. Tout cela doit se lire en gardant à l'esprit la modestie de l'abolitionnisme pénal, écrit-elle. Il invite davantage à la créativité qu'il ne donne de solutions prêtes à l'emploi. Néanmoins, il y a une proposition récurrente que je souhaite retenir pour construire notre futur féministe, celle de réparation. C'est une idée qui me rassure et qui, en tant que femme préjudiciée et en tant que féministe, me prépare un peu. L'histoire de la justice réparatrice est à la fois très récente et très ancienne. On en trouve des traces dans certains textes sacrés anciens comme la Torah, et elle était pratiquée par beaucoup de peuples premiers, avant la colonisation. Dans les années 70, elle est mise en pratique au sein de groupes qui ne pouvaient pas se permettre de recourir au système judiciaire, étant composé de personnes elles-mêmes criminalisées. Travailleurs, travailleuses du sexe, personnes trans, réfugiés, migrants, migrantes, peuples autochtones, noirs, pauvres. Mais elle n'est revenue dans les conversations occidentales que très récemment, avec l'émergence de mouvements pour une justice réparatrice au Canada et en Amérique du Nord dans les années 80 et 90. Aujourd'hui, le pays où cette alternative à la justice pénale est la plus appliquée est certainement le Canada, où elle est venue répondre à une prise de conscience concernant le traitement colonial dont pâtissent les peuples autochtones. À travers la pratique de la médiation et de l'écoute dans les commissariats, les tribunaux et des services correctionnels, ce traitement consiste en un véritable échange fondé sur le respect, la compassion et l'inclusion avec des objectifs de guérison, de réparation et de réinsertion. Et ces mots émanent du ministère de la Justice canadien. Concrètement, l'application de ce système de justice, qui ne se substitue pas, mais vient compléter le système pénal, consiste en l'organisation de cercles de soutien et de responsabilité qui permettent aux personnes accusées et aux autorités, aux préjudiciés et aux autres membres de la communauté de prendre des décisions collectives suite à une situation de préjudice. C'est dans ce contexte que les autorités canadiennes ont reconnu l'aliénation, la déstabilisation, voire l'anéantissement des mécanismes internes de régulation sociale engendrés par l'occupation coloniale des terres autochtones. Les auteurs et autrices de délits ne sont plus considérés comme des personnes déviantes individuellement, mais comme les produits d'une destruction de leur tissu social qui les a menés vers l'indélinquance. Ainsi, les délits commis ne sont plus envisagés comme des fautes morales qui méritent d'être punies, mais comme le fruit d'un système qui doit être réparé en profondeur. Ce fonctionnement judiciaire, réclamé de longue date par les mouvements nationalistes autochtones, est directement inspiré de ce qui se pratiquait sur leurs terres avant leur occupation. Dans ces cercles de justice traditionnels, on reconnaissait que l'agresseur s'était coupé de la société et, au lieu d'accentuer cet isolement, on essayait, à l'inverse, de rétablir le lien. L'objectif de la justice réparatrice est la lutte contre le démembrement de la communauté,
ce qui semble infiniment plus logique, plus tenable que cette histoire d'exclusion, vous ne trouvez pas? En Nouvelle-Zélande, la justice réparatrice s'est aussi considérablement développée ces dernières décennies, et là-bas encore, cela a été possible grâce à l'action des peuples maoris qui, comme les peuples autochtones nord-américains, sont dramatiquement surreprésentés parmi les personnes incarcérées, alors qu'eux aussi, avant la colonisation, fonctionnaient socialement sur le modèle de la justice réparatrice. On trouve aussi des traces de cette justice sur de nombreuses terres africaines avant qu'elles soient colonisées. D'ailleurs, les deux pays qui ont appliqué la justice réparatrice avec le plus de force, le plus d'efficacité, sont le Rwanda et l'Afrique du Sud. Dans le premier cas, en 1994, pour retisser les liens d'un pays déchiré par des années de génocide, dans le second, en 1996, pour réparer les traumatismes de décennies d'apartheid. Ces deux exemples montrent que, même quand les pires atrocités ont été commises, et on parle de tueries massives, de viols, de crimes contre l'humanité, il est possible de tendre la main aux auteurs, aux autrices des violences. En Afrique du Sud, le premier geste de la Commission de la vérité et de la réconciliation a été d'inviter les témoins et les victimes de violations des droits humains à venir témoigner publiquement de leurs expériences, tandis que les auteurs et les autrices des violences étaient incités à avouer les crimes commis et à demander l'amnistie du peuple et des juges. Un registre de la réconciliation a également été ouvert pour que les civils sud-africains puissent exprimer des remords et des excuses pour les exactions commises. Cet aspect me semble fondamental. Comment imaginer, dans le contexte actuel, qu'un homme qui prend conscience qu'il a par le passé violé, agressé, harcelé, puisse se présenter publiquement afin de reconnaître sa violence? On érige les agresseurs en individus problématiques, sans morale, en omettant toujours de s'interroger sur les structures systémiques qui les ont poussés à commettre ces actes. On fait peser sur eux la menace d'une humiliation publique et de l'isolement absolu. La possibilité du pardon n'existe pas dans le droit français, et de cette absence empêche probablement des milliers d'hommes de reconnaître leurs torts et de s'améliorer. En présentant perpétuellement en monstres infréquentables les hommes qui agressent et qui violent, on les empêche de parler. On les tétanise dans leur coin, les rendant incapables d'agir avec honnêteté, peut-être avec repentir. On les condamne au déni, au mensonge, à l'attaque en diffamation contre leurs victimes. Et surtout, on fait d'eux des auteurs isolés, alors qu'ils agissent toujours en s'appuyant sur un système bien huilé. Une justice véritablement réparatrice permettrait de comprendre que les conditions dans lesquelles le viol est commis sont toujours créées par une baisse de la vigilance. Les violeurs violent et continuent de vivre tranquillement leur vie parce que quelqu'un a fermé les yeux. Dans le contexte actuel, pour pouvoir entendre ces gens qui ferment les yeux, et ces gens, je vous préviens, c'est vous, c'est moi, il faudrait déclencher 8000 procès. Tous les balancer, un à un. La justice en France est déjà débordée. La quasi-totalité des plaintes pour viol partent aux archives sans qu'on n'en entende jamais personne à la barre. Les frais de justice ruinent les plaignantes et les plaignants, les juges et les avocates sont épuisés. Comment imaginer que ce système judiciaire, à bout de souffle, puisse, en l'état actuel, nous donner la moindre piste sur les causes réelles de la violence? D'ailleurs, pourquoi dépenser tant d'argent pour construire ces prisons, armer ces policiers, créer de nouveaux points de contrôle, de nouvelles patrouilles, de nouvelles brigades, mécanismes qui ont fait fleurir une atmosphère de paix et de respect dans les quartiers populaires comme chacun le sait? Alors que ces sommes pourraient être consacrées à des structures d'accompagnement social. On sait comment éviter à un jeune homme ou à une jeune femme de tomber dans la délinquance. Il faut de l'accompagnement, de l'écoute, du soutien, du soin. Il faut de l'éducation, du sport, de l'art, de la joie. Mais les biais racistes et classistes sont tels que dans les quartiers les plus pauvres de France, les moyens alloués aux associations ne font que baisser, tandis que la présence policière augmente. Et tout ça se termine souvent en prison. À croire que la police et la justice n'ont pas pour fonction de nous protéger, mais de réguler la présence des corps les plus pauvres dans l'espace public, de maintenir chaque être à sa place. Des places, des hiérarchies. Comme au palais de justice où, dans le cadre d'un procès, chacun doit rester dans sa case. La barre du témoin, le box des accusés, le banc des parties plaignantes, la chaire du jury. On est toutes, tous, bien délimités dans l'espace avec un nom, un code, une performance. Les procès d'assises, et j'en sais quelque chose, je vais y revenir, sont des lieux froids, clos, rigides, d'où à peu près tout le monde,
victime comme accusé, sort un peu plus faible, un peu plus détruit qu'il n'y était entré. C'est sur ce constat que s'est basé le législateur pour intégrer très timidement la justice réparatrice dans le droit français. Car oui, il existe en France des structures de justice restaurative. Vous l'ignoriez certainement, et c'est normal, personne n'en parle. C'est fou. Pourtant, une loi a été adoptée en 2014 sous l'impulsion de Christiane Taubira, inspirée d'une directive européenne de 2012, qui encourage la mise en place de procédures de justice restaurative en complément des procédures pénales présentées comme un élément de solution à une crise du système de justice pénale. Cette loi n'a commencé à entrer en application qu'en 2019 et se base sur le volontariat. Elle repose principalement sur des rencontres encadrées entre des auteurs de violences et des victimes, qui ne sont pas forcément liés par le même dossier. Elle se fonde sur plusieurs principes: la reconnaissance des faits, le consentement exprès des participantes et des participants, la présence de tiers formés, le contrôle de la justice et la confidentialité des échanges. Une étude de l'Institut français pour la justice restaurative menée en 2021 montre que les participantes et les participants sortent de ces cercles en ressentant la diminution du sentiment de honte, de culpabilité et de peur, une meilleure confiance en l'avenir et une plus grande estime de soi. C'est chouette, hein? Ça fait plaisir, pas vrai? Sauf que j'ai vérifié, en 2020, ces mesures ont été mises en œuvre sur le territoire français en tout et pour tout 14 fois. 43 personnes en ont bénéficié. 43 personnes sur environ 800 000 décisions de justice pénale rendues chaque année en France. On est loin de la révolution. Pourtant, j'ai lié un espoir pour le futur. J'y vois l'idée que peut-être, demain, on comprendra les attentes des victimes. Les victimes n'ont pas besoin de raconter tout en boucle les circonstances du viol subi. Elles ont besoin d'être comprises et écoutées dans l'ensemble de leur vécu. Citant Ruth Morris, pionnière de la justice transformatrice et abolitionniste pénale, Gwenola Ricordo rappelle que la justice doit avoir pour objectif central de répondre aux 5 besoins principaux des victimes. Obtenir des réponses à leurs questions sur les faits, voir leurs préjudices reconnus, être en sécurité, pouvoir donner un sens à ce qu'elles ont subi, obtenir réparation. C'est ce passage qui m'a fait basculer. Je l'ai bien compris parce que j'ai moi-même été victime, j'ai été assis sur le banc des parties civiles dans un procès d'assises. L'homme qui a assassiné ma sœur en 2005 a été jugé par une cour d'assises. 2 fois, parce qu'il a fait appel de la première condamnation. À chaque fois, il a été condamné à des peines de prison très lourdes, la perpétuité, lors d'un premier procès. Une peine de 30 ans, avec 22 ans de sûreté lors du second. Pourtant, pas un instant je n'ai ressenti le moindre soulagement, ni le moindre sentiment de réparation à la suite de ces sanctions. Ces procès ont été des calvaires, pour moi et pour ma famille. Il a fallu parler, en boucle, encore et encore, de la scène du crime, de la façon dont les balles s'étaient introduites dans le corps de ma sœur, expert balistique à l'appui, arme du crime posée là, sur le sol, sous mes yeux, tout le long de ces journées insoutenables. Comme s'il y avait un doute sur ce qui s'était produit, alors que les 3 coups ont été tirés sur elle à bout portant, devant des dizaines de témoins. Il a fallu entendre l'accusé se défendre, des experts psychiatriques arguant le coup de folie, la responsabilité de sa mère, de sa sœur, sans que jamais ne soit posé le vrai problème. On savait que ce garçon avait menacé des filles tout au long de sa scolarité. On savait qu'il était violent, dangereux, menaçant. Mais à chaque fois que cela s'était produit, on l'avait discrètement exfiltré des établissements scolaires sans jamais signaler les faits, sans jamais porter une ligne à son dossier. Parce qu'il venait d'une bonne famille, parce que ses parents étaient des gens respectables, parce qu'il était blanc, en somme. Je suis sortie de ces procès avec la certitude qu'on n'avait pas désigné tous les coupables. Que fait-on de tous les profs et directeurs, directrices d'école qui ont laissé ce type passer entre les mailles du filet? De ces gens qui ont dit à ma sœur qu'elle n'avait aucune raison d'avoir peur. La veille de son assassinat, ma sœur, qui pressentait le pire, avait appelé son université pour demander à être protégée le jour de sa soutenance. Elle voulait juste quelqu'un devant la porte, au cas où. Si on avait tenu compte de son alerte, il y aurait eu un agent de sécurité à l'entrée de l'université ce jour-là. Cet agent aurait vu ce type débarquer, vêtu d'un manteau noir en pleine canicule,
portant une carabine dans son sac de sport. On l'aurait empêché de rentrer et ma sœur ne serait pas morte. Et le gars ne passerait pas la moitié de sa vie dans un lieu sordide qui est en train de produire je ne sais quel effet sur lui et sa haine des femmes. 100 fois, j'ai imaginé déposer d'autres plaintes contre l'université, contre les responsables collatéraux. 100 fois, j'ai voulu déclencher une autre conversation. Comment ? Pourquoi ? Une conversation qui m'aurait rassurée peut-être sur le fait que ces gens ont conscience de mon préjudice, de leur responsabilité dans la mort de ma sœur, qu'ils ont changé leur façon de faire, mis en place des systèmes d'alerte dans les collèges et les lycées en cas de harcèlement, balisé le terrain pour que ce qui est arrivé à Julia n'arrive plus à personne. Mais il aurait fallu prendre un ou une avocate, déposer des plaintes, attendre un nouveau procès pendant des années, et je n'en ai eu ni la force, ni les moyens. Et j'ai toujours peur. 17 ans après l'assassinat de ma petite sœur, je vais écrire quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire un jour. Je préférerais que ce type ne soit pas en prison. Je préférerais savoir ce qu'il fait et comment il vit, plutôt que de l'imaginer enfermé derrière 4 murs hermétiques, Dieu sait où, pendant 22 ans. Je préférerais qu'il soit encadré, accompagné, surveillé, mais parmi nous, plutôt que coupé du monde. Je préférerais avoir rendez-vous avec lui 1 fois par an, avec une psy et une avocate, autour d'une table pour parler de ce qu'il a fait et me dire qu'au bout de ces échanges, j'aurais un début d'explication à son geste et il aurait un début de compréhension de ma peine. Ça prendrait peut-être 20 ans, mais au lieu de ça, on l'a exclu. Je ne peux rien savoir de ce qu'il pense, de ce qu'il dit. Et c'est une perspective terrifiante, car un jour, on estimera qu'il a payé sa dette, et il sortira. Rien ne me rassure dans cette idée. La justice dans un futur féministe sera une justice qui tiendra compte des besoins et des craintes des victimes, pas un système qui nous laisse sur le carreau en n'étant ni réparé, ni reconnu, ni rassuré. Je vous ai raconté mon expérience personnelle pour vous donner à voir cet échec dans ce qu'il y a de plus intime. Ma sœur est morte il y a 17 ans, et chaque année, autour de la date anniversaire, je me retrouve encore clouée au sol par la douleur, tenue éveillée par la peur, écœurée par toutes les questions qui restent en suspens. Et étrangement, c'est le même résidu émotionnel qui subsiste quand je pense aux agressions sexuelles et au harcèlement que j'ai pu subir. Le même écœurement. Dans un futur féministe, quand on nous dira viol, on ne répondra plus « en sommes-nous sûrs ?» On ne se contentera pas d'annoncer contrainte, surprise, menace ou violence. On posera d'autres questions, celles auxquelles personne ne répond, celles qui ne passent jamais les murs de la cellule de crise ou du dossier d'instruction. On s'assiera en cercle, on se parlera, on décortiquera, on se comprendra ou pas, on s'engueulera, on se chialera la gueule, on se fera des promesses, et enfin, on s'écoutera.